constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles de juillet, partie 2. Salam les frères. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tout le monde. Que la paix soit avec vous. On a une série de sujets. On a beaucoup débattu. On a beaucoup travaillé les sujets. On a échangé des milliers de pages de conversations. Et on s'est décidé de parler des positions de la gauche qui commencent déjà un petit peu à vibrer et à flancher. Est-ce que peut-être tu pourrais nous en faire un petit dessin? Peut-être prends-les un par un, comme s'il y a un effet de surprise, et puis on débat, on en parle. Déjà, il y a cette proposition donc, qui commence à s'étioler de SMIC à 1600 €. Sans déconner. Pardon, pour le coup, ça. Excusez-moi, donc, David, là-dessus. Comment t'as fait, sachant qu'en Belgique, le SMIC est déjà depuis longtemps à 1600 €. On va pas comparer l'économie française et belge, ça va être trop douloureux pour vous, mais c'est pas trop pertinent. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est des économies qui sont très différentes. Peut-être que David va devoir s'absenter une demi-seconde. Il y a mon chat qui pleure, j'arrive. Oui, donc le SMIC à 1600 € sur lequel visiblement les fronts populaires reviennent un petit peu. On nous avait dit que c'était extrêmement chiffré, extrêmement sérieux, mais visiblement il y a un petit retour arrière, David. Oui, apparemment ça commence à bouger, mais il n'y a rien d'étonnant. Vu le niveau d'intrication et de partage des places que se sont fait le centre émanant du PS et la gauche, donc entre copains, je ne voyais pas Macron personnellement accepter une telle proposition, et je suspecte qu'ils ont déjà parlé à un économiste dans leur vie, ces gens. L'état de l'économie française est catastrophique. On nous parle de réindustrialisation avec une augmentation de salaire dans une économie ouverte. Bonne chance. Enfin bon, c'est pour ça que Mathilde Panot proposait que les plus grosses entreprises soutiennent les TPE dans le versement de ce SMIC. Alors, je ne sais pas exactement concrètement. Si, moi, je pense que si Mathilde Panot partageait les 3/4 de ce qu'elle bouffe avec quelqu'un d'autre, ce serait très bien, mais ça ne marche pas comme ça, l'économie. Elle a inventé le principe de redistribution, c'est incroyable, à croire qu'elle ne vit pas en France. Il faut absolument qu'elle redistribue son assiette, parce qu'elle va mourir bientôt beaucoup trop jeune, cette pauvre petite femme. Mais bon, écoutez, je trouve ça très sympathique. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos deux garçons. On va les laisser un peu parler. Je pense que tu confonds Panot et Garrido. Non, mais Garrido, tu nourris tout un pays d'Afrique. Non, mais c'est vrai que toutes les listes sont bien nourries, d'ailleurs. J'arrive pas à la visualiser. C'était tentant. Et que c'est vrai que dans les deux sens du terme, elles sont bien nourries. C'est-à-dire qu'en effet, elles sont tellement bien nourries qu'elles n'imaginent pas qu'elles sont entretenues par le contribuable. Ça, c'est un point qu'on va aborder. Nous mélangeons. Ce sont des représentants de la nation. Donc, il faut bien qu'ils ne puissent pas mourir de faim. Bah sinon, vous, messieurs, le SMIC à 1006, vous voyez ça comment? C'est attrayant. Vous avez voté peut-être vous-même le Front Populaire. Vous êtes déçu du recul de cette norme? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'était complètement impossible. Si tu vas dans une entreprise, tu imposes le SMIC à 1006, automatiquement, il y a des licenciements. Donc ça ne va pas le faire. Et puis on voit surtout que la seule réponse qu'ils ont, c'est à tous les problèmes d'ordre économique, c'est la redistribution. Ils n'ont pas une vision dynamique de l'économie. Et en fait, le vrai problème en France, c'est pas le montant du salaire minimum, c'est que toute l'échelle des salaires est complètement bloquée. C'est-à-dire, demander à quelqu'un qui s'est expatrié en Angleterre et qui revient en France, mais il hallucine, il s'arrache les yeux. Enfin, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit même chez les fonctionnaires, chez les militaires, à tout niveau, on gagne mieux sa vie en Grande-Bretagne qu'en France. Les salaires sont très bas, on s'en rend même pas compte. C'est le paradoxe, Sébastien, parce que oui, voilà, les salaires sont très bas, la redistribution est très importante.
Donc, Bah oui, c'est le prix. on n'est pas rémunéré. Et ça, je trouve très important ce que tu viens de dire, que la gauche, moi c'est la critique que je fais à la gauche qu'on en a aujourd'hui depuis des années, c'est qu'elle n'a à proposer que de la redistribution. Mais même l'intellectuel organique de la gauche, Thomas Piketty, bon, je n'ai pas lu toute son œuvre pléthorique, mais est totalement, le peu que j'en écoute, totalement axé sur la redistribution. Pour moi, c'est un manque déjà de créativité intellectuelle totale. Et en plus, surtout, ça ne remet en rien en question le système économique globalisé tel qu'il est aujourd'hui. Exactement. Et historiquement, la redistribution a commencé à devenir un sujet. Et avec les réformes, le SMIC avant le SMIC, etc., tout ça, c'est vraiment devenu une sorte de mantra. Avec le néolibéralisme en même temps. Avec le néolibéralisme et donc la compression des salaires à la baisse. Et la question des compressions, et pourquoi les salaires sont comprimés à la baisse, eh ben, il y a tout le cadre européen, il y a la financiarisation de l'économie, il y a l'ouverture des frontières et un afflux constant de main-d'œuvre qui sera toujours moins cher que la précédente, y compris les populations immigrées plus anciennes. Donc, et contre ça, la gauche n'a pas de réponse parce que. Mais alors, est-ce que pour toi, en ce sens-là, pas plus que les autres, elle ne veut toucher au cadre. Et en ce sens-là, n'est-elle pas, donc, ce qu'on constate au second tour, le meilleur allié d'En Marche, du système qu'il y a autour d'En Marche, de système de centre droit ou centre gauche européen classique. C'est même pas un débat, Flavie. Qu'est-ce qu'on a? La gauche là, c'est à peu près, si j'y vais tranquille. Le LFP, c'est quand même moitié LFI, moitié la Hollandie. Si en simplifiant. Ce sont des gens qui ont tout trahi entre 2007 et 2012. Non, entre 2012 et 2017, pardon. Oui, je les confonds parce que pour moi, Sarkozy-Hollande, c'est la même chose. C'est la même classe qui prend le pouvoir, qui dégrade les fonctions, qui fait de l'hyperprésidence, qui s'assoit, qui injecte des réformes plus impopulaires les unes que les autres, avec, grâce à, merci Jospin Chirac, l'inversion du calendrier électoral et la réduction du mandat présidentiel à 5 ans, font que une majorité, il n'y a absolument plus aucun contre-pouvoir, et donc on va pouvoir y aller à fond. Et voilà quoi. Donc, et ces gens-là reviennent, et tels les émigrés, en 1815, ils n'ont rien appris, rien oublié. Quant à la gauche de la gauche, donc la LFI, bon, ils n'ont pas de proposition alternative. Ils sont ils ont un discours très virulent sur le plan de la rhétorique. Ils se mettent en pointe sur certaines questions sociétales vis-à-vis des minorités, mais globalement, leur logiciel, c'est celui du Parti socialiste de la grande époque, sur les questions économiques. D'ailleurs, Mélenchon avec Hollande, ce sont les deux derniers héritiers de la Mitterrandie, quoi. Donc on n'a pas changé, on nous refait encore du neuf avec du vieux, quoi. Mais tu remarqueras, Sébastien, que moi, je ne sais pas si tu les entends davantage sur l'économie, mais moi j'ai l'impression que la LFI ne parle jamais d'économie, ou quasiment non, jamais. Ça n'a jamais été leur truc. Ils n'ont pas d'idée alternative là-dessus. Toutes les, que ce soit à l'époque, vous étiez à fond sur Chantal Mouffe et compagnie, et comment il s'appelait, le co-auteur de Chantal Mouffe, là, un Ernesto, je ne sais plus, Ernesto. Oui, mais... Non. Ernesto, là. Ce sont des gens qui sont dans la nouvelle gauche, la gauche américaine, et qui n'ont pas vraiment qui remettent pas le cadre en cause. Il y a aucune personne qui a l'intention de changer quoi que ce soit là-dessus. Et surtout, ils en ont pas les moyens, parce que comme ils ont une stratégie électorale qui est quand même qui s'adresse seulement à certains segments de la population. Eh bien, par définition, ils seront jamais majoritaires.
Mais donc, Donc, d'où le choix du gouvernement de favoriser dans ces législatives la gauche au RN, alors que ce qui est complètement incompréhensible pour une partie de la droite qui adhère à la Macronie depuis un certain temps. Je ne suis pas d'accord, David. Moi, je pense pas, parce que c'est les mêmes administrations. Le Macron, c'est du PS transformé. On a changé la façade pour que ça Non, passe. mais Macron, il vient du PS. C'est la mais même sociologie, c'est il- les mêmes organigrammes, c'est les mêmes administrateurs, c'est les mêmes groupes. Non, parce que tu parles du PS. Macron vient du PS, mais il aurait très bien pu venir des Républicains, en fait. Il se trouve qu'il a été là où c'était possible. Non, mais c'est pas le cas. Mais là, on ne parle pas du PS, on parle de la LFI. Attention, vous avez coupé votre micro. bah, en fait, ouais, on vous entend plus. Oui, vous avez coupé votre micro. Développe un petit Voilà. peu, qu'est-ce que toi tu en penses, notre très cher Noah? Sur l'économie et la gauche, bah, je dirais que effectivement, ils ont surtout de la redistribution à proposer, ça on est d'accord. Et bah, en un sens, ils n'ont pas tort. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont trop riches et enfin vraiment beaucoup trop, qui concentrent trop de richesses et qu'il s'agirait de mieux la répartir au sein de la population. Jusque-là, j'imagine qu'à peu près tout le monde sera d'accord, sauf les plus libéraux et Mais les pires conservateurs fiscaux. Le problème, c'est que la redistribution, c'est pas forcément quelque chose de magique. C'est pas nécessairement la redistribution qui permet de relancer l'économie. Entre autres, ça permet en théorie, de rendre la vie plus vivable aux gens, en finançant l'État social, entre autres, hein, comme c'est le cas en France. Sauf que le problème, c'est que cet État social, il est financé avec les charges sur les entreprises, sur les salaires, les salariés et tout ça, ce qui fait qu'entre autres, les salaires ne bougent plus, les entreprises peinent à embaucher. Il y a d'autres raisons évidemment, l'Union européenne, marché unique, tout ça. Mais bref, la redistribution, c'est pas magique. Et je pense que la gauche, surtout LFI, est embarrassée de parler d'économie parce que ils ont rien d'autre à proposer que injection d'argent public dans les entreprises pour qu'ils embauchent et tout ça. En fait, on fait tourner la planche à billets, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Le PS fut un temps aurait pu avoir un autre discours, hein, je pense à la figure de DSK, qui était quand même malgré tout professeur d'économie, président du Fonds monétaire international. Au-delà du personnage en privé, ce qu'il était, hein, je parle en termes de qualification économique, lui devait avoir une perception sans doute plus intéressante, bien que libéralisante. Mais la gauche de la gauche, donc gauche radicale, extrême gauche, bref, je pense qu'ils sont conscients un peu de leur incurie sur le point de vue économique, et que sans l'argent magique, ça marche pas. Sinon, oui, on tente le socialisme, mais personne va proposer de tenter le socialisme parce que les gens en ont un mauvais souvenir, et en France, il n'y a pas une envie révolutionnaire, hein. Le capitalisme, on le critique, mais c'est pas non plus la mort. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas grand-chose de concret. Mais au RN non plus, hein, ils n'ont pas grand-chose de concret, même s'ils proposent quand même des baisses de charges pour justement encourager la hausse des salaires, sur le choses. Mais c'est pas non plus la panacée. On reste toujours, comme l'avait dit David, dans le cadre du système capitaliste néolibéral, on va dire, entre guillemets, là-dessus. Mais justement, tu parlais tout à l'heure d'énormes salaires, c'est pas des salaires d'ailleurs, de revenus global des très riches qui sont de plus en plus importants. Donc, ils ne proposent que de redistribuer sans jamais se poser la question de savoir pourquoi il y a une telle disparité de salaire aujourd'hui. Cette question. C'est plus une question de possession de richesse. Oui, parce oui. que les plus riches possèdent beaucoup parce que c'est pas uniquement via les salaires, c'est via les actions, les dividendes qui ne sont pas des salaires, et en fait c'est assez compliqué à taxer. On l'avait bien vu avec Hollande quand il avait proposé sa surtaxation à 75% pour les super revenus et tout ça, et que en fait ça coûtait plus cher. Le problème, c'est que ces gens-là partent si on les taxe trop, donc c'est toujours le. Oui, aussi, ça c'est un autre une problème. impasse. C'est ça, il faut quand même garder des moteurs économiques, parce que l'État
un potentiel financier incroyable, certes, mais on le voit aujourd'hui avec la situation actuelle de la France. Pour ceux qui ne le savent pas, la France a été épinglée par une procédure pour déficit excessif par la Commission européenne. Bah ouais, parce que Encore. parce que se taper un déficit de 5%, ça En fait affaires super mal. courantes. En affaires courantes en plus. C'est même pas de l'investissement, c'est juste pour faire tourner l'État. Oui, non, mais c'est là, en fait, on risque de payer. Bon, la tutelle du FMI, je crois pas trop, mais des trucs qui vont nous emmerder au niveau de l'Union européenne, ça c'est très probable. On commence à voir poindre les conséquences de 40, allez, 30 ans d'irresponsabilité budgétaire à vivre, que l'État vive au-dessus de ses moyens et personne n'a eu vraiment le courage de couper dans des administrations inutiles ou d'optimiser le bordel. On a toujours essayé de créer de nouvelles couches pour placer des copains, créer des réseaux, des trucs comme ça, ce qui fait qu'on se retrouve avec une administration qui est surchargée, surcoûteuse, un petit néologisme, et l'état financier de la France, il est dégueulasse. Alors, tout de même, un peu d'eau dans le vin, avant la crise du Covid, le déficit de l'État était en diminution constante d'année en année. Et c'est la crise du Covid qui a fait exploser le déficit, et il baisse depuis 2020, qui est le pic du déficit, mais on reste quand même sur du déficit qui est beaucoup trop important. Ce qu'il faut dire, c'est que contrairement, justement, si on en revient au problème de la stérilité de la gauche sur les questions économiques, c'est que leurs recettes viennent d'une autre époque où les États, notamment la France, avaient de grandes marges de manœuvre. Là, les marges de manœuvre de la France sont inexistantes. Et on va s'en rendre compte très rapidement, même dès la rentrée en septembre, parce que la team sortante nous a mis dans le mur. Certes, ils ont avec sa gestion calamiteuse du Covid. Oui, non, je me prononce pas sur le détail. C'est ça qu'on a fait ça nous a coûté très cher, très lourd, très dommageable sur un plan social et même sur le plan de la santé des populations, sur conséquences psychologiques, notamment chez les plus jeunes, et tout ça pour un résultat qui est pas meilleur que ceux qui ont juste rien fait, quoi, comme la Suède. Ouais. Après, sous la panique ou après, ils ont quand même pas autant d'excuses qu'on pourrait leur donner parce qu'ils avaient des avis d'experts et tout ça, et je pense au patron, je crois, de la santé aux États-Unis, qui a admis officiellement devant le Sénat que oui, il avait menti sous serment. Tu parles de Fauci ? Oui, c'est ça. Devant les représentants ou les sénateurs. Bref, il a menti sous serment. Oui, non, mais il va prendre tarif, et globalement, presque tous les républicains lui tombent dessus, comme il l'avait fait à l'époque, où beaucoup lui étaient tombés dessus. Donc, tu as eu des mensonges, tu as eu de l'incompétence, tu as eu des mauvaises décisions, pas forcément intentionnelles. Et forcément, quand tu confines, tu as l'économie qui est à l'arrêt ou au ralenti, et c'est pas facile, et tu maintiens des entreprises zombies. Macron, tout comme Sarkozy en un sens, n'a pas eu de bol parce qu'il s'est bouffé une crise qui l'a forcé à piocher. Non, tu as une idée de combien était le déficit avant le Covid ? Le déficit, je crois qu'il était aux alentours des 2%, quelque chose comme ça. Non, mais attends, on est à 110, 120% aujourd'hui. Non, pas du tout, ça c'est la dette. C'est la dette publique. Je m'exprime mal, pardon, je parle de la dette en fait. Ah oui, non, la dette publique, elle a explosé à la suite justement du Covid. Je crois qu'on a pris 1000 milliards dans la face en... 700. Ouais, c'est ça, j'étais sur 600 milliards, quelque chose comme ça. C'était déjà à plus de 3000, parce qu'on est à plus de 4000 là. Ouais, donc on était à plus de 3000, c'était déjà énorme. Oui. On avait en fait, c'est sous le Covid qu'on va atteindre les 100% de PIB d'endettement public pour la France. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est pas tant. Après, il y a eu
c'est pas tant le problème de la crise, c'est que ces gens-là sont pas aptes, et c'est ces gens-là qui C'est autre chose. qui se prétendent nous gouverner et sont soi-disant formés au commandement, comme disait Juppé, voilà, dès qu'ils sont face à quelque chose qu'ils ne comprennent, qu'ils n'ont pas prévu, on se met à paniquer. Je trouve qu'on paye ces gens-là très cher pour les voir finalement paniquer et faire n'importe quoi. Tout ça pour... excuse-moi de t'interrompre, le paradoxe, c'est que justement, cette dépense publique, elle a explosé au moment où le néolibéralisme s'installait. Donc, oui, de toute façon, le libéralisme effréné, il y a un étatisme obèse mais inefficace. Mais alors, il y a une idéologie et en même temps une réalité qui contre à l'inverse de cette idéologie. Les déficits publics, ils datent quand même, je crois, le dernier budget équilibre, si je dis pas de bêtises, c'est 76 ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est avant quand même le néolibéralisme, même si, tout de même, dans les années 2000, donc c'est-à-dire en 2000, donc il n'y a pas si longtemps que ça quand même, on était à environ 60% d'endettement par rapport au PIB français. C'est-à-dire qu'entre-temps, le PIB français a quand même augmenté, et on a dépassé les 100%. Bon, il y a la crise de 2008 qui est passée par là et qui a vraiment fait mal aussi, mais c'est dire quand même à quel point la situation est gérée n'importe comment. Mais en même temps, il faut du courage politique pour couper dans des administrations. Il n'y a qu'à voir comment c'est mal vu de fermer des lits d'hôpitaux. Là-dessus, bon, c'est normal. C'est pas une bonne solution. C'est pas l'hôpital français dans un état de misère possible. En fait, tous les services. C'est pas là qu'il faut taper. Oui, voilà, c'est que tous les services qui sont importants pour la qualité de vie des Français et pour même faire tourner le pays, et dans les fonctions régaliennes sont largement cris-misère, alors que il y a eu une prolifération des administrations, notamment l'administration territoriale. On crée de la complexité. Les salaires des hauts fonctionnaires ont passé que augmentent imperturbablement sans le moindre problème. Sans parler du personnel politique, ça n'a jamais changé. Tout ça pour venir pour revenir à la situation politique présente, soit avec la gauche ou les autres, c'est que personne n'est en mesure de vouloir renverser la table. C'est-à-dire qu'en fait, là, si vous voulez que la France, une solution à court terme pour que la France s'en sorte, faut sauter dans le bain, faut faire défaut sur la dette, faut bloquer l'échange, c'est le contrôle des capitaux, etc. Mais personne n'a les moyens de faire ça ni d'imposer ça, et aucun n'y pense vraiment. Donc, on ira jusqu'à l'effondrement ultime, Sébastien, dans ces cas-là. Non, mais c'est-à-dire que là, on a une impuissance totale du législatif qui transparaît. Donc, Macron va gouverner par décret et tout va se poursuivre et la France va continuer à s'assombrer petit à petit au gré des... Moi, j'aimerais bien responsabiliser un peu les Français qui sont des analphabètes économiques. C'est peut-être vrai pour tous les Occidentaux, mais pour un Français ou un Wallon, d'ailleurs, vive le rassemblement Wallonie-France, vivement que ça devienne une province française, une baisse une augmentation, une baisse de l'État, ça veut dire une perte de services pour le citoyen. Il se dit, si tu lui dis tu vas virer des fonctionnaires, il se dit oh mon Dieu, mes services je vais avoir moins d'avantages, quoi. Ce qui est quand même, c'est vraiment des raisonnements assez simplistes. Et la LFI, elle vise un public peut-être non averti ou peu économiste, ou en tout cas prométhéen sur l'idée que tout est possible, il suffit d'arroser. L'économie, c'est une fleur dans laquelle on jette de l'eau, et cette eau est de l'argent. En fait, ce qui est terrifiant dans la situation française, c'est moi, je défends avec allégresse que tu pourrais baisser les budgets et avoir des meilleures performances, mais en mettant à la porte 3 millions de personnes. Et ça, malheureusement, il faut virer de l'administratif, saccager l'administratif au dernier degré,
et le mettre au bon endroit dans des quantités plus restreintes et recruter du flic, du médecin, du professeur, c'est mieux déjà former trop compliqué. le tout. Mieux former le tout, et ça me paraît tout à fait budgétisable et tout à fait faisable. Mais ça demande Le du courage problème, c'est que ça politique. demande du courage, ça demande de la nuance, ça demande une compréhension. Malheureusement, je crains que la LFI, on s'en moque, mais elle fait de l'électoralisme et elle peut difficilement en sortir. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle prédominance du discours sur le social? Tout le reste est relativement gelé par les accords internationaux, par une certaine compréhension des choses, par un système qui est déjà dans un état lamentable. Et on est dans encore quelques minutes, monsieur le bourreau, même si le niveau de vie moyen d'une grande partie de la population a déjà énormément baissé. Avant, j'exagère un peu, mais tu vivais, un salaire pouvait nourrir une famille et les gens avaient une maison. Aujourd'hui, les jeunes peuvent jusqu'à 30, 40 ans Ils vivre peuvent à pas acheter, ils plusieurs. peuvent pas accéder à la propriété. Surtout. On vit dans des conditions. Bon, ils ont plus facilement un écran plat et des hamburgers, mais dans l'absolu, peut-être que les éléments essentiels sont moins accessibles et on a moins de responsabilités quand on est locataire, quand on est propriétaire. On a quand même un état de vie de l'homme occidental qui semble s'être un peu diminué. Mais on semble inexorablement coincé dans un système où le spectateur n'y comprend rien, enfin le spectateur, le lecteur n'y comprend rien, le politicien non plus n'a pas l'air d'y comprendre. Moi, quand j'écoute Bruno Le Maire, qu'est-ce Il ne qui... se comprend pas lui-même. Il s'est perdu dans une forêt, il est devenu Premier ministre, enfin, ministre de l'économie. Et C'est surtout, absolument délirant, quoi. c'est pas quelqu'un qui a un parcours, qui a une formation économique. Je crois qu'il est professeur Qu'est-ce de qu'il lettres fout et là? philo. Normalien. Il a écrit 9 romans pendant son mandat. Ouais, 9 mais- 9 Non, ça prouve qu'il a du libre. Et, Mais- et apparemment, non mais 9 et apparemment, il Oui. a des grosses envies sexuelles, ce monsieur. Je suis content pour Non, lui, mais j'aimerais bien qu'il on dirige les exagère. budgets, quoi. On exagère sur le Le renflement renflement brun. brun, Oui, c'est hein, ça. On exagère. Oui, on exagère là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la France est globalement dans la merde. Parce que l'économie est dans un état très mauvais. Il n'est pas catastrophique, mais il est au moins très mauvais, parce que l'économie parvient quand même toujours à tourner, hein, on n'est pas au niveau vénézuélien. Et l'État est sur un tapis roulant qui accélère à mesure que l'État essaye de ne pas tomber du tapis. Donc c'est une course en avant. Et revenir à un budget à l'équilibre, ce serait pas magique. En fait, ça permettrait de redonner de la viabilité à l'État, mais le citoyen lambda, il percevrait pas nécessairement les effets de ça. En plus, ça dépend des solutions, parce que tu peux revenir à l'équilibre en augmentant des impôts, en créant de nouveaux impôts, et bref, en baisant la vie de millions de gens, ou alors en sabrant, correctement ou non, dans des services publics. L'essentiel, ça reste quand même l'essentiel, comme Flavie l'avait abordé avec la question de l'économie et de la gauche, c'est de permettre une relance de l'économie. Et pour relancer l'économie, dans le cadre de l'Union européenne, du marché unique, de la zone euro, c'est très compliqué pour la France. Je pense pas que c'est impossible, mais faudrait très très bien gérer. Moi, j'aimerais bien avoir des plans sur comment faire pour relancer une économie française dans le cadre de l'Union européenne. Je serais très curieux. Ça doit exister. C'est pratiquement impossible. De toute façon, avec un tel niveau d'endettement et vu les perspectives de croissance, la solvabilité de la France est la question commence à être posée. Donc, je suis pas sûr que faire un plan d'économie, je pense qu'on en est même plus là. La situation est devenue tellement grave que à un moment. Mais le paradoxe, je trouve pas, Sébastien, c'est d'époque qu'on dit néolibérale et d'avoir des budgets, d'avoir un tel C'est la France. dette dans un esprit détendu depuis plusieurs décennies, et en même temps d'avoir une dette aussi importante. C'est aussi le paradoxe dont je parlais tout à l'heure. Et le paradoxe qui en découle, c'est qu'aujourd'hui, on est censé être dans des démocraties libérales. Il est devenu extrêmement difficile d'accéder à la propriété pour les primo-accédants.
Et il est depuis très longtemps et de plus en plus difficile d'être un auto-entrepreneur ou un jeune entrepreneur de TPE, on va dire, puisqu'on est bardé de taxes et de normes qui font que la plupart des TPE s'écroulent rapidement, et en tout cas, c'est un parcours du combattant. Mais de toute façon, le paradoxe du libéralisme dont on fait l'alpha et l'oméga, qui est un libéralisme qui s'est perverti. Néolibéralisme, pour moi, c'est une perversion du libéralisme. Et de ce paradoxe de trop d'États obèses. Non, mais la France, c'est même pas néolibéral. Faut pas abuser. Ce qu'il y a, c'est un dire pourquoi, pour moi, elle est. Ça veut dire. On est dans le cas de ce qui est appelé par certains un capitalisme de connivence pour la France. C'est pas vraiment du libéralisme, parce que si on était ou du capitalisme normal, sain, dans un cadre de capitalisme sain. Qu'est-ce que tu entends par... Excuse-moi d'interrompre, après je me tais. Quand juste pour remettre les bases, capitalisme sain, en effet, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, le néolibéralisme ne serait pas un capitalisme sain. C'est un... non. Voilà, on est d'accord. Néolibéral, ça veut dire que, en fait, c'est pour moi un capitalisme qui est au-dessus de l'intérêt national. C'est-à-dire que on fait des affaires à un niveau qui dépasse l'échelle nationale. Donc, forcément, il y a des conséquences au niveau national sur l'emploi et le tissu économique. J'aimerais réintroduire deux idées assez simples qui, quand même, sont assez... me paraissent fondamentales pour définir le libéralisme économique, en tout cas, qu'il faut bien distinguer du libéralisme philosophique. Le libéralisme économique, c'est le mythe de Mandeville, les abeilles, c'est l'intérêt individuel et le marche ou crève. La faible des abeilles. Les intérêts individuels, la somme des intérêts individuels font les intérêts collectifs. C'est chacun pour sa gueule. C'est pire que ça, c'est les vices privés font le... Exactement. Mais cette distinction est intéressante parce qu'en gros, elle dit fais ce que tu as à faire, on n'a pas à s'immiscer et la main invisible fera son office. Et le capitalisme avait quand même l'avantage de faire du marche ou crève, c'est-à-dire que si tu te plantais, tu étais à poil financièrement. Le problème, c'est que dans quelle mesure est-ce que le libéralisme économique, quand les mecs se plantent 10 fois et c'est le peuple qui paye? Moi, je n'appelle ça ni du libéralisme, ni du néolibéralisme, ni du capitalisme. Le néolibéralisme est d'ailleurs, beaucoup d'auteurs ou de commentateurs qui se disent libéraux refusent le terme carrément. Charles Gave, il entend néolibéralisme, il sort son flingue. Et il a raison. Parce qu'en fait, on peut considérer qu'en France, et même plus largement dans l'Europe occidentale, le libéralisme classique est mort. Je suis même pas sûr que l'un de nous l'ait connu. On a, à partir des fins des années 70, début des années 80, ce qu'on appelle improprement néolibéralisme, c'est une financiarisation du capitalisme, une financiarisation de l'économie, un dérèglement de certains paramètres clés, comme notamment quand on a, après la répudiation des accords de Bretton Woods par Nixon, c'est peut-être la clé qui a enclenché la mutation. C'est-à-dire que si tu fais flotter le dollar, en fait, tout flotte. On est tous en l'air. C'est pas de l'impérialisme au lieu du néolibéralisme. Oui, de toute façon, l'aspect, il faut dire à un moment, les aspects politiques, économiques et les agendas politiques et économiques sont de toute façon étroitement liés à certains niveaux. La politique économique des États-Unis, elle est très largement autant le fait du département. Elle se fait c'est un dialogue ou une compétition entre l'État américain et les puissances d'argent. Et c'est ça, en fait, c'est là-dessus que ça se passe, Sébastien. Et donc en France, on a, pour revenir à notre cher petit pays, ce qu'on a, nous, c'est des milliardaires qui ne se cachent plus pour vouloir dicter leur agenda. Ils achètent des journaux. Il n'y a plus un seul journal, un seul titre de presse qui ne soit pas qui pèse un peu, qui ne soit pas directement le porte-voix d'un groupe d'intérêt ou même d'un oligarque. Donc on laisse, il faut un chat un chat. Et à la tête de l'État, nous avons des technomanagers qui ont complètement répudié la notion d'intérêt public. Toute la bande à Macron et Macron lui-même ont des affaires de lobbyisme vis-à-vis de groupes étrangers.
Weber. Ils n'ont plus, oui, voilà, et Édouard Philippe est pareil. Et vous avez des gens qui ont qui sont dans cette espèce de doctrine qui s'appelle, je crois, le public management, où en fait, on peut gérer un service de l'État ou une entreprise, c'est à peu près la même chose, et ils le font avec le même. Mais pour eux, entreprise, c'est pas la petite entreprise capitaliste chère à Adam Smith et tous les philosophes libéraux. C'est ces grands groupes ces grandes banques qui sont pour beaucoup aussi entre guillemets bureaucratiques que les États. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de libéralisme, c'est de la concentration de richesse, de la captation et une mise en coupe réglée dans un système d'impunité largement organisé. Tu voulais dire, Flavie? Oui, c'est là-dessus que je voulais y arriver, quand vous parlez d'Édouard Philippe et de, je ne sais plus qui d'autre, mais sur les intérêts étrangers qui sont c'est-à-dire que là, en fait, il n'y a plus tellement de vergogne sur ces sujets-là. Les intérêts étrangers, c'est plus un sujet, donc ce ne sont même plus des intérêts étrangers, c'est ce qu'ils appellent les affaires. Je dirais que le néolibéralisme a commencé quand l'économie a pris le pas sur le politique. C'est-à-dire où le politique n'avait plus son mot à dire sur l'économie et c'est de fait mis au service d'une économie sur laquelle il n'avait plus la main. Je suis pas d'accord. Où elle est déjà globalisée et financiarisée. La France, c'est l'exemple type des grosses entreprises en lien avec l'État. NIA n'existe que par l'État, LVMH n'existe que par l'État. Bouygues. Il y a une intrication du capitalisme français avec son État. Les mêmes mecs qui dirigent la haute fonction publique et qui dirigent les boîtes, c'est les mêmes mecs. Donc, on a vraiment un contre-exemple français, par exemple. Oui, oui, c'est l'État. C'est pas tant une question de l'État qui ne peut plus avoir de prise sur l'économie, surtout pour le cas français. C'est l'État qui a, au travers de ses diverses figures, ses administrations et tout ça, qui s'est, comme l'a dit David, il s'est mêlé, il s'est hybridé avec le grand capitalisme financier français. Et ce qui fait que les gens sont les mêmes. Tu as beaucoup d'anciens fonctionnaires qui sont des patrons d'entreprise, qui ont, pour certains même, participé à la privatisation d'entreprises alors qu'ils étaient fonctionnaires et qui restent en poste après la privatisation d'entreprise, ce genre de choses. Et tu as des... Alors, la question des monopoles publics, ça c'est autre chose. Pour certains secteurs, ça peut totalement se justifier. Mais on a effectivement encore une possibilité de prise avec l'État français sur l'économie, mais c'est juste qu'il n'y a pas la volonté parce que beaucoup de ces gens sont de mèche, sont mêlés, et si tu veux arriver au pouvoir, en fait, il faut que tu aies le soutien d'au moins d'une partie d'entre eux pour ne pas avoir tous les médias contre toi, ou alors il faut démarcher tous les citoyens de France un par un et les convaincre que tu es le meilleur, mais c'est la bonne chance. Hein. Mais, tu vois, on parlait d'LVMH tout à l'heure, mais le CAC 40 français est composé maintenant à plus de 50% de capitaux étrangers. Bon, alors peut-être maintenant c'est comme ça que ça doit se passer, mais principalement américains. En plus, et après je crois que c'est surtout le Golfe. Voilà. Bon, c'est pas trop étonnant. Voilà, très très classique. Mais vous voyez bien qu'à un moment, donc les intérêts sont ailleurs et ce qui peut diriger les décisions sont ailleurs que, en tout cas, dans le politique. La mondialisation des marchés financiers. C'est un système. Ça ne change pas que l'État a toujours une prise dessus. Hein. L'État a quand même plutôt une philosophie d'un interventionniste. Ah oui, non mais l'État a une prise. J'ai pas dit qu'il en faisait usage. Oui, je suis d'accord. Mais c'est en fait la corruption et la prédation des grandes entreprises du monde de la finance est un fait parce qu'on est dans un Far West, le Far West de l'international qui n'est pas régulé, quoi. C'est un peu ça le problème. Et l'Europe semble être quand même une proie du capitalisme anglo-saxon. Ça, il faut quand même le voir. Thatcher, qui était l'ancien, excusez-moi, j'écorche son nom, l'ancien ministre de l'économie française qui avait écrit Die Deutschland Illusion, disait déjà que les Américains, enfin il disait ça de façon très, très, très enrobée, parce qu'il est ensuite allé travailler à la BCE, disait, bon, les anglo-saxons sont d'une prédation absolue sur le continent européen. Ah oui. En plus, les Américains ne se sont jamais privés de s'amuser avec le droit, d'avoir des comportements particulièrement étranges avec des cadres d'Alstom, d'avoir le jumeau d'Atali
qui volent, qui participent au vol de la technologie française, comme la carte à puce, on a une prédation extrêmement forte de la part du monde anglo-saxon, nommément les Américains sur le continent européen. Alors que Ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, mais c'est pour ça que moi je préfère le terme d'impérialisme au terme de néolibéralisme. Oui, il y a un impérialisme économique dans ce cas-là, effectivement, mais c'est pas que un truc de enfin, lapsus, j'allais dire, c'est pas que un truc de chinois, justement, enfin, c'est aussi un truc de chinois, mais ailleurs, pas vraiment en France, à part pour des terres et des vignobles et ce genre de choses. Mais c'est pas que un truc de. Je parle en Europe. Nous, on est principalement sous égide américaine. Moi, je parle que de l'Europe ici. Oui, tout à fait. D'autres, ça donne la prédation. Nous-mêmes aussi. Donc. Parce que on est un des derniers espaces où il y a de l'ancienne richesse, c'est-à-dire de l'ancienne industrie, de la finance. Il y a encore de la richesse autre que naturelle à piller entre guillemets, et qui est accessible, contrairement au marché chinois par exemple, qui lui serait très très juteux, mais pas de chance, il est un petit peu verrouillé par l'État. Qui assume son rôle. Bon, c'est plus facile quand tu as un État quasi totalitaire. Mais là-dessus, oui, c'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, pas poil, mais c'est pas trop surprenant quand on voit les liens entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est quelque chose assez à gerber. Et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel, alors pour des raisons différentes, mais quelqu'un qui est informé qui vote RN peut très bien s'entendre avec quelqu'un qui est informé et qui vote LFI, par exemple. Parce qu'il voit dans l'Union européenne une espèce de monstre pour différentes raisons. Certains y voient l'immigration, d'autres y voient plus l'économie et le social, ou voire même les trois. Et là-dessus, il y a quand même un constat qui est partagé. Et on fait peur aux gens sur les conséquences de ne pas faire partie d'une grande famille, pseudo-grande famille. Même si, bon, c'est vrai que les implications d'une sortie de l'Union européenne l'Union européenne et de l'euro seraient très incertaines, tout de même. C'est loin d'être à l'ordre du jour, de toute façon. Ah oui, absolument. Aucune des forces en présence ne le souhaite. De toute façon, d'accord qu'il ne va rien se passer pendant au moins un an, parce que on aime beaucoup faire des références à la 4e République depuis quelque temps, parce que le profil de la Chambre y fait penser. Mais il y avait une différence fondamentale, c'est que même avec l'instabilité des gouvernements, les partis de l'époque étaient capables de dialoguer entre eux, même de façon informelle, parce que c'est des gens qui se respectaient. Là, vous avez une bonne partie, les trois blocs se démonisent mutuellement, c'est-à-dire que le bloc central continue de se définir comme le cercle de la raison et le camp du bien, et donc n'envisage une coalition des avec les vrais républicains, sachant que c'est tout le sens de la lettre de Macron qui, alors ce qui est bien avec lui, c'est qu'il déçoit jamais. Honnêtement, j'ai lu la lettre, je me suis dit, en fait, il est en 1824. C'est Charles X qui s'adresse à la Chambre. Vous avez fait vos élections, c'est très bien, mais c'est moi qui gouverne. Donc, en gros, il se comporte comme s'il était le maître du jeu. Et malheureusement, dans les faits, il a raison. Parce que contrairement à la 4e République, le président a la maîtrise du calendrier, il a une liberté d'action et des pouvoirs propres qui le rendent difficilement incontrôlable, à moins de le destituer, mais c'est pas avec une chambre dans cet état, bon courage. Les partis, en fait, il faudrait que à chaque fois qu'il y a eu un conflit entre l'exécutif et la Chambre, que ce soit sous la Restauration, MacMahon face à la Chambre sous la Troisième République, le législatif l'a toujours emporté, sauf avec Napoléon III, parce qu'il a carrément déclenché un coup d'État. Mais là, en l'occurrence, ça va être compliqué parce que faudrait que la Chambre fasse front. Et si on veut que les choses bougent, il faut quand même que les représentants du peuple, même s'ils sont pas parfaits, même s'ils sont même franchement décevants et très très
est probablement très très insuffisant. On l'a vu sur le volet économique de la LFI, mais si leurs sollicitations sont dépassées, en l'occurrence, c'est quand même jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même le seul moyen pour l'instant que le peuple français, le meilleur moyen pour le peuple français de reprendre son destin en main. Sauf que là, nous avons 3 camps qui se détestent mutuellement, qui se vouent hégémonie. Donc, il ne va rien se passer. Je suis pas sûr que la détestation soit aussi intense, au moins pour un camp vis-à-vis de l'autre. Je pense que l'antagonisme du centre, donc le grand centre, on va dire, qui n'inclut pas le PS et les Républicains, pas vraiment du centre-centre, je pense qu'il a une aversion moindre pour la droite que pour la gauche, du moins aujourd'hui. Je pense. Après, je peux me tromper, ce n'est que mon avis. Je pense notamment à la tendance qu'avait eu, entre autres, En Marche, donc Renaissance, à s'appuyer sur les Républicains, parce que de fait, ils étaient des alliés objectifs et ils le seront encore probablement, parce que là, je voudrais qu'on parle un peu de ça, des possibilités de coalition, parce que il n'y aura pas le choix en fait. Possibilité de coalition, Premier ministre, on va pas s'amuser à balancer des noms, parce que bon, t'as Faure et Mélenchon à gauche, voilà, Mélenchon ne passera jamais, il se ferait dégager, et Faure, bon voilà, il fait peur à personne. Mais on a la gauche qui peine à trouver un nom, et si jamais il y a un vote des députés ou des militants et tout ça, Mélenchon n'a aucune chance de passer. Ce sera probablement un gars issu du PS ou des écolos, quelqu'un un peu consensuel. Et à côté, de l'autre côté, tu as les Républicains qui bossent, apparemment, à proposer un pacte de projet ou un truc comme ça, là, je sais plus, avec le centre, pour avoir un Premier ministre, un gouvernement issu de chez eux. Et à côté, alors on entend beaucoup moins de choses, en fait, on entend quasiment rien sur des potentielles tractations du RN. J'ose imaginer qu'ils en font, parce que s'ils en font pas, c'est vraiment qu'ils sont nazes. Mais dans le cadre d'un gouvernement LR, le RN pourrait très bien s'abstenir pour ne pas faire chuter le gouvernement et faire pression sur lui pour certaines choses, comme une épée de Damoclès. Non, comme tu vois, tu l'as vu, nous l'avons tous vu, les LR sont divisés, hein. Il y a les macro-compatibles et il y a les LR républicains de droite, comme ils l'ont souligné. Oui, les amis de Ciotti. C'était l'alliance des RN, donc déjà les LR, il faut voir de qui on parle. Oui, non, c'est les LR majoritaires, donc les LR centristes. Voilà, en effet, les LR centristes, bon, ok. Mais il y a aussi une frange de la gauche qui est encore plus Macron-compatible, si je dirais, c'est la frange glucksmannienne. Absolument. Dont nous pourrons parler une autre fois, parce que le personnage de Glucksmann est vraiment un personnage intéressant à creuser, puisqu'il est l'incarnation absolument chimiquement pure de cette frange-là, et qui est en réalité l'aile gauche, on peut dire, de Macron, non, même pas, enfin, c'est Macron, c'est un avatar de Emmanuel Macron. C'est Macron en rose, on va dire. Et qui a une expérience, en tout cas, des révolutions stipendiées beaucoup plus importante que Macron, qui est très franchouillard à côté de Glucksmann. Vous pensez pas qu'on va alterner comme ça progressivement entre le front contre la haine, avec le centre et la gauche, puis le front contre les antisémites avec le centre et la droite, et on va faire ping-pong comme ça, selon le calendrier des électifs, et c'est tout. Oui. En fonction des intérêts électoraux. Et tout le reste, ça va être une scénographie absolument absurde et bruyante, tout à fait futile, quoi. Alors après, il y a eu des dîners entre le RN et la... Et Édouard Philippe. Édouard Philippe, ouais. C'était il y a 6 mois. Et Thierry Solaire, qui est l'organisateur concret logistique de ces dîners-là, puisque ça se passait chez lui, dans le 9e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous pensez de ces dîners très, très secrets? Quelle honte, les dirigeants de partis politiques dialoguent entre eux et ne sont pas aussi inamicaux les uns envers les autres. Il y a une mise en scène, ça a été sorti plus ou moins, j'imagine, volontairement. Oui. Ouais, ça vole pas haut, ça, c'est vraiment pas
présent. c'est normal que les dirigeants politiques se rencontrent, quoi, parce que si jamais ils se rencontraient pas, Ça ne se prélèverait pas de la politique déjà. bah, ils seraient la caricature de ce que nous pensons qu'ils sont, c'est-à-dire des imbéciles. Ils sont quand même capables de dialoguer, avec plus ou moins d'intelligence, évidemment, mais qu'ils se rencontrent. Enfin, et en plus, Édouard Philippe, bon, la Ils sont droite censés de la se boucher le Macronie. nez quand même, parce que Édouard Philippe a quand même voté communiste pour contrer le RN. Oui, oui, mais il reste quand même quelqu'un qui est issu de la droite, il sait que le RN. Enfin, je pense que les républicains, c'est comme Lionel Jospin. C'est le théâtre antifasciste, c'est une connerie, et on se fout bien de votre gueule. C'est juste qu'on veut garder notre électorat parce que, c'est ce que je me disais avant que cette émission commence, c'est d'une stupidité incroyable que le RN aujourd'hui soit un parti qui soit vraiment mis à l'écart, vilipendé. Bon, ça s'est calmé avec le temps, tout de même, mais vilipendé par l'espace politique, juste parce que quoi Parce qu'il est, il est pour, en fait, le contrôle de l'immigration illégale. Il a des positions un peu troubles vis-à-vis de la Russie, qui ont quand même changé. Un discours critique de l'Union européenne. Enfin, Oui, mais c'est le RN, qui est beaucoup plus gênant que LFI ou Front Populaire. Oui, non, mais c'est la même chose avec LFI. C'est la même chose avec LFI. Dire, Pour moi, le RN j'aime est pas. plus gênant que LFI pour le centre. Oui, Ouais, pas. il remet en cause, alors il prétend en tout cas remettre en cause les fondamentaux de l'Union européenne, l'immigration, certains pans de l'économie néolibérale, alors que LFI non, mais remet en cause principalement le globalisme, ce que LFI ne remet pas du tout en cause. Quand même. Je suis pas la seule à penser. Non, mais c'est Kluskar, le libéral libertaire, ça aura probablement plus d'affinité à gauche que. Il y a aussi le fait que la diabolisation est tellement servie et que quel que soit son travail, parce que c'est vrai que comme Noël le dit très bien, il reste plus grand chose de subversif dans le programme du RN qui s'est vachement centrisé. Bah, ça restera un punching ball un petit temps et en même temps, je trouve que c'est l'incarnation d'une dichotomie, d'un conflit très français, c'est Paris et le reste de la France. En fait. Il y a juste un truc, je pense que quand vous avez 10 millions d'électeurs et que ces électeurs c'est un bloc électoral qui se maintient sur trois tours. Vous savez que le barrage antifasciste auprès de la population ne fonctionne plus, en tout cas en globalité. Là, en fait, où il est toujours nécessaire pour les partis politiques et pour les partis de la gauche, c'est que c'est indispensable c'est un marqueur identitaire. C'est-à-dire que si la LFI ne diabolise pas le RN, c'est l'extrême qui se rejoignent. Voilà, il va pas leur rester grand chose. Et en interne, on voit quand même que il y a beaucoup c'est quand même c'est quand même un drôle de marécage qu'il y a eu une purge et que maintenant il y a carrément une scission avec un groupe de dissidents au sein de ex-LFI qui s'appelle comment, les insoumis unitaires ou unitaires insoumis, je ne sais plus. Clémentine Autain. Eux, je crois que les dissidents insoumis, donc avec effectivement Autain, Garrido, Corbière. Ruffin, c'est un peu différent parce qu'il a été affilié à LFI, mais il a jamais fait partie de LFI, le parti politique. Ils voudraient former un groupe parlementaire avec les écologistes et les communistes. Et ce mouvement s'appelle l'après. L'après. Vraiment ? Aussi, l'après. L'after, en fait. Après nous, le déluge. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si en interne, c'est un discours qui sert en interne, le discours antifasciste, parce que si en interne, il y en a un qui va commencer à dire, bon, à toutes et toutes, c'est pas très sérieux, on ferait mieux de
de parler à ces gens, on peut pas quand même, sinon on ne s'adresse qu'à un quart ou 30% de la population. Le mec, il prend la porte tout de suite. Il est mis sur liste noire direct. Enfin, c'est à un moment, il y a un côté un peu orwellien, c'est un peu les 2 minutes. Bon là, c'est les 2 minutes de la haine nécessaire parce qu'il faut faire bloc, et celui qui manque d'enthousiasme dans ce rituel peut être suspect. Il y a imaginez le cauchemar de ces gens, imaginez le RN arrive au pouvoir et en fait il se passe pas grand chose parce que c'est devenu ce qu'ils annoncent, ce qu'ils cherchent à devenir, c'est-à-dire un parti de droite classique avec les codes les codes du RPR des années 80. Et Donc c'est ce qui se passera ils sont morts. quand le RN arrivera au pouvoir. Certains l'espèrent en 2027. C'est possible. Hein. Ils auront peut-être jamais eu autant de chance. Enfin, non, ils auront jamais eu autant de chance. C'est un fonds de commerce qui s'effondre dans ce cas. Mais oui. Pour des tas de gens. C'est ça, parce que le RN, en fait, c'est pas le fascisme. C'est même plus le FN de Jean-Marie qui pouvait faire peur parce que c'était un parti quand même libéral. Non, mais le vrai, le FN original, c'était quand même un parti très libéralisant. Jean-Marie Le Pen, l'un de ses modèles, c'était Thatcher et Reagan. Là, pour le coup, l'opposition pouvait se valoir parce qu'eux aussi étaient très anticommunistes. C'est normal, c'était Le Pen père. Là, aujourd'hui, le RN, il n'a pas du tout un programme économique, surtout, qui est néolibéral, de dégraissage et tout ça. Quoique, bon, sur certains trucs, ça peut le faire. Mais c'est un programme keynésien, comme 100% en fait, du spectre politique français. C'est du centre-gauche, le RN, excusez-moi. Oui, non, voilà, moi, je le pense depuis très longtemps. C'est du centre-gauche. Ce qui les marque à l'extrême droite, c'est leur position sur l'immigration, sur l'islam. Depuis quand c'est de gauche ou de droite, l'immigration? Mais oui, mais c'est Mitterrand qui l'a décidé. C'est pas une question de programme, c'est une question en fait d'implantation de sociologie. C'est-à-dire c'est le parti de l'ex-nord ouvrier, du sud, bientôt maintenant de l'est, de tout l'est de la France, très bientôt, et ils sont en train de s'implanter dans la diagonale du vide. Donc c'est le marqueur, il est là, il n'est pas vraiment dans les programmes, il est dans le fait que les partis se sont désertés, la gauche a déserté en masse une grande partie de la population et des territoires. Parce que justement, tu parles du RPR des années 80-90, mais ce RPR, il a perdu tous ses marqueurs de droite. Sur l'immigration notamment, il a toujours... Sarkozy a beaucoup trahi son électorat, donc à force de se centrer, évidemment... Mais ils ont tous trahi leurs électorats. Sarkozy, Hollande et maintenant le centre. Voilà. Donc forcément, on en revient presque à une dépolitisation. C'est même plus, c'est vraiment du conflit entre classes sociales, entre territoires. Presque à découvert, et ça c'est terrifiant. Rappelez-vous, vous avez peut-être assisté comme moi à un débat avec un jeune souverainiste plein d'avenir et un intellectuel de gauche où l'intellectuel de gauche grand écrivain qui disait qui en avait profité pour cracher sur le travail de Christophe Guilly, parce que ce côté géographie expliqué par la géographie, les clivages entre Français, mais quelle horreur, on peut pas tu vois, qu'est-ce que c'est vulgaire la géographie, c'est la deux pieds, voilà. Non, mais c'était assez, la Bretagne n'est pas d'accord avec cette analyse. Non, c'était assez mignon, mais c'est que parce que là on entre dans le factuel, on n'est plus dans le discours. Alors c'est pas là qu'on peut tout expliquer par la géographie, parce que non plus déconner, mais c'était très intéressant et malheureux, et c'est dommage que son interlocuteur n'ait pas mouché sur ce point parce qu'il y avait matière. Mais bon. Non, mais après, je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond dans cet rapprochement gauche-droite. On a quand même vu du transsexualisme idéologique de première bourre. Moi, j'ai cru qu'un enfant allait sortir de cette affaire. J'attends encore. Je suis incroyant sur la question.
L'idée, c'est que oui, c'est ça. En fait, la diabolisation, ils s'en servent. On a cru que c'était fini parce que depuis le 7 octobre, c'est feu patate sur les filles et parce que là, Ça va continuer. Hein. et ça va continuer, ça va certainement pas s'arranger. Mais ils ne lâcheront, le scénario que certains se font, oui, mais voyez-vous, le centre va te. Il y en avait qui pensaient le centre va tendre la main au RN, ce sera le fascisme, etc. La marche Rome, Hindenburg, Hitler, etc. Mais non, 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 le fameux logiciel droitier d'Emmanuel Macron. Hein. Non, mais non. Le macro-lepénisme, vous vous souvenez du terme? Bon, ça, on voit bien que c'est des conneries, parce que là, ils vont faire comme si un tiers de la Chambre n'existait pas. Là, c'est qu'en fait, essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas de présidence, qu'ils ne soient pas dans les commissions, de débattre sans eux, et comme si c'était une sorte de zone morte, en fait. C'est-à-dire, elle est pestiférée. Voilà. Et donc ça, déjà, c'est une balle dans le pied, et ça, c'est pas prêt de changer. Tu fais la clôture. Alors, je pense qu'il est 11h, 11h tard, 23h17. 11h tard. C'est très précis, ça. Et que ça fait près d'une heure et quart que l'on parle. Peut-être qu'on peut clore. Est-ce que tu avais envie de dire quelques mots sur ton ami Glucksmann ou on reporte ça à une autre émission? Je compte faire des émissions complètes sur Glucksmann, qui est l'amour de ma vie politiquement. Ouais. Et qui est vraiment une des seules personnes vraiment indépendantes et amoureuses de la France dans le paysage politique. C'est peut-être notre futur président. J'en l'espère. D'ailleurs, j'espère qu'il ne sera pas Premier ministre pour ne pas gaspiller ses chances en 2027. On a oublié quand même pour ce soir d'avoir des petits verres à côté et de quoi grignoter en mode véritable apéro, ce dont on avait parlé la dernière fois. Il faudra vraiment y penser. Non, mais il peut au goulot. Mais elle est complètement alcoolique, je vais pas la faire boire en cette-ci aussi. Oh, ça c'est privé, ça. Cela ne nous regarde pas, David. Mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est censé être une discussion un peu de comptoir. La prochaine fois, jeudi prochain. Jeudi prochain, on aura tous bu, on vomira devant les spectateurs. Ce sera formidable. De vin rouge pour la prochaine fois. Les prochaines fois. Merci les garçons, merci pour cette soirée. Sébastien, Noah, madame, merci à nos spectateurs de nous supporter. Une excellente soirée à tous et à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée.